Rachel a toute la vie devant elle. Elle est jeune, belle, a une famille aimante et pense être en sécurité avec ses amis. Mais elle se trompe lourdement. Aujourd'hui, la triste histoire de Rachel Burkheimer. Nous publions de nouvelles vidéos chaque semaine, alors n'oubliez pas de vous abonner. Rachel Burkheimer est née le 16 janvier 1985 à Washington, aux États-Unis. Elle vit avec son père Bill et sa mère Denise. Elle est décrite comme particulièrement gentille, toujours joyeuse et possédant un grand sens de l'humour. C'est une jeune fille très athlétique, aimant les animaux, et son rêve est de devenir vétérinaire ou actrice. Elle est lycéenne et vit à Everett, une petite ville de Washington. Elle a beaucoup d'amis et ils l'appellent souvent chez elle. Son père plaisante souvent en se surnommant le répondeur personnel de Rachel. Mais bientôt, les appels se font de plus en plus rares car elle est dévastée par la mort de 6 de ses amis dans des circonstances tragiques, suicide, noyade ou encore coup de feu accidentel, des tragédies qui la marquent profondément. Surtout la mort de son meilleur ami Corey Haynes dans un accident de voiture. Ces événements transforment la jeune fille joyeuse qu'elle était en une jeune fille mélancolique. La Rachel que sa famille connaissait a disparu. Cette jeune fille qui était pleine d'ambition et qui écrivait ses buts de la semaine sur le miroir de sa chambre se referme sur elle et s'éloigne peu à peu d'eux. Sa sœur essaye de l'aider en lui donnant des conseils, mais sans succès. Finalement, Rachel quitte l'école, commence à se droguer et se fait de nouveaux amis peu recommandables. L'un d'entre eux va en particulier changer sa vie pour le pire. Un certain John Anderson, c'est un petit délinquant qui fait des allers-retours en prison et qui est membre d'un gang surnommé The Northwest Mafia. Traduction, la mafia du Nord-Ouest. Les membres de ce gang volaient de la drogue, en revendaient une partie et utilisaient le reste pour leur consommation personnelle. Ils n'avaient aucune ambition, passaient leur temps à jouer aux jeux vidéo, à se droguer et à faire la fête. Le père de Rachel découvre l'existence de John quand il reçoit une facture téléphonique de $640. Il étudie la facture et se rend compte qu'il reçoit des coups de fil provenant d'un établissement correctionnel de Shelton, à Washington. Rachel reçoit également des courriers de John qui lui écrit depuis sa cellule de prison. Ces lettres sont particulièrement inquiétantes. Il semble obsédé par Rachel. Il lui écrit « Tu es si spécial pour moi que je tuerais des millions de personnes si je devais le faire pour être avec toi. » Son père lui explique qu'elle ne peut pas sortir avec un homme qui est incarcéré. Elle lui répond que John est quelqu'un de bien, qu'il traverse juste une mauvaise passe et qu'une fois sorti de prison, il va reprendre sa vie en main. Cependant, Anderson est quelqu'un de particulièrement jaloux et possessif, à tel point qu'il lui arrive souvent de sentir les cheveux et les vêtements de Rachel pour voir s'il y a l'odeur d'un autre homme. Mais c'est aussi un homme extrêmement violent. Il est sans morale et a toujours une arme à portée de main. Un jour, la sœur de Rachel, Megan, voit des bleus sur elle et elle soupçonne Anderson de la battre. Elle la secoue et lui crie dessus « Que fais-tu, Rachel? Regarde-moi !» Mais il est trop tard. Rachel est déjà piégée. Elle est dans une relation toxique. Un jour, alors que Rachel en a plus qu'assez, elle se confie à sa sœur. Elle lui explique qu'elle a peur de John, qu'il la menace constamment et cette fois, c'est décidé, elle va mettre un terme à leur relation. La famille de Rachel
est ravie qu'elle décide de couper les ponts avec ce Anderson, et cela permet à la jeune fille de se rapprocher à nouveau des siens. Elle retourne même à l'église avec sa mère. Sa famille commence enfin à lui refaire confiance et Meghan la laisse même s'occuper à nouveau de son enfant. Un jour, alors que Rachel est assise sur le porche avec son père, elle lui dit qu'elle a rencontré un ami incroyable, un certain Maurice Riva. Et Maurice est un autre membre du gang de John Anderson. Mais il veut changer de vie. Il a 18 ans à cette époque. Il a eu une enfance difficile, ce qui lui a valu d'être placé en foyer pendant des années. Maurice et Rachel s'étaient rapprochés car ils voulaient tous deux quitter le gang. Ils avaient décidé de retourner à l'école, d'obtenir un diplôme, et il avait décidé de prendre soin d'elle. Quand son père entend la nouvelle, il est ravi que son nouvel ami l'inspire à aller de l'avant, mais malgré toute la bonne volonté de Rachel, eh bien, elle semble avoir du mal à quitter Anderson, et ils se mettent à nouveau ensemble, reprenant ainsi leur relation tumultueuse. Pendant une de leurs nombreuses ruptures, elle sort avec un de ses amis d'avant. Naïvement, elle n'y voit aucun mal. Mais Anderson est furieux et même pendant une phase de paranoïa, sûrement provoquée par la drogue, il réussit à convaincre les membres de son gang qu'elle partage leurs secrets avec leurs rivaux, un autre gang. Et Rachel ne le sait pas encore, mais elle est en danger, sa tête est même mise à prix. Quand elle l'apprend, elle prend peur et va demander conseil à sa sœur. Celle-ci lui dit alors de faire attention et de se tenir éloignée de ce John. Ce qu'elle fait. Et un soir, le 23 septembre 2002, Rachel participe à une fête dans un duplex d'Everett avec 7 autres membres du gang. Elle se sent en sécurité avec Maurice à ses côtés. Au début, la soirée se passe bien. Le petit groupe discute, rit et fume même un peu de marijuana. Mais très vite, les choses dérapent. John Anderson débarque et frappe certaines des personnes présentes. Puis soudainement, il sort une arme. Rachel, apeurée, tente de s'enfuir, mais elle n'arrivera pas jusqu'à la porte. Ce que Rachel ne sait pas, c'est qu'elle est tombée dans un piège tendu par John et sa bande. En effet, quelques semaines auparavant, John avait ordonné à Maurice de se rapprocher de Rachel afin de gagner sa confiance et de l'inviter à une fête. Le plan était qu'il débarque, puis qu'il se batte avec ses amis avant de s'en prendre à elle. John l'attrape par les cheveux, la frappe au visage et la jette par terre. Bientôt, les autres membres du gang s'y mettent aussi. Ils mettent la musique à fond pour masquer les cris de la pauvre jeune femme, puis l'emmènent ensuite dans le garage. Là, ils la ligotent et lui mettent du scotch sur la bouche pour qu'elle ne puisse pas crier. Ils la laissent dans le garage, puis retournent dans la maison pour discuter de ce qu'ils vont faire d'elle. Il parle de la violer en réunion, puis de pousser son père à payer une rançon, mais il n'arrive pas à se mettre d'accord, donc il décide de manger des pizzas, de jouer aux jeux vidéo et de se droguer, pendant que Rachel reste seule sur le sol froid du garage, terrorisée. Soudain, Rachel a une lueur d'espoir vers 21h quand Trista Connor, la propriétaire de la maison, arrive et entre dans le garage. C'est la petite amie de Youssouf, l'un des membres du gang. Quand elle voit Rachel, ligotée et en piteux état, elle entre dans la cuisine pour prendre un couteau afin de la libérer. Mais quand Anderson s'en aperçoit, foudrage, il l'empêche de le faire.
Trista se met donc à hurler et dit au groupe qu'il n'aurait jamais dû faire ça, et surtout pas ici, chez elle. Elle menace Anderson d'appeler la police s'il ne sort pas Rachel de chez elle immédiatement. Mais malheureusement, Trista n'appellera jamais la police, car dans le fond, elle s'en moque qu'elle soit libérée ou non, elle veut juste qu'ils aillent faire leurs sales affaires hors de sa propriété. Suite à cette altercation, les membres du gang décident de mettre Rachel dans un sac de voyage pour la mettre ensuite dans leur Jeep. Ils ne savent pas vraiment quoi faire d'elle. Ils pensent alors prendre une chambre d'hôtel pour qu'elle puisse récupérer pour pouvoir plus tard la libérer. Mais ils hésitent et ne sachant pas quoi faire, le petit groupe conduit pendant des heures sans but. Et je vais faire d'ailleurs une brève présentation des différents membres de ce gang qui sont présents ce soir-là. Il y a donc John Anderson, 20 ans, puis Maurice Riva, 18 ans, et John Whittaker, qui sont tous deux des anciens colocataires de John. Il y a Matthew Durham, 17 ans, et Nathaniel, 16 ans. Tous les deux sont des amis de lycée de Maurice quand il était encore scolarisé. Et enfin, Youssouf Djihad, surnommé Kevin, 32 ans, et c'est donc chez lui et sa copine Trista que fut organisée la fête. C'est le leader du gang, et il y avait aussi Jeffrey Batt, un voisin de Youssouf, et enfin un certain Tony Williams, de 20 ans, le cousin de Trista. Finalement, le petit groupe décide de s'arrêter dans un chemin de montagne nommé Mill Creek. Les membres du gang finissent par en arriver à la conclusion que c'est le problème de John et qu'il doit régler ça lui-même. À ce moment, John Anderson n'était pas dans la voiture car il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Il est environ 23 heures quand il décide d'aller récupérer John pour qu'il décide quoi faire de Rachel. Maurice sort de la voiture et décharge le sac contenant Rachel. Il reste avec elle pendant que les autres vont chercher John Anderson. Maurice ouvre le sac afin qu'elle puisse respirer un peu mieux et ils discutent en attendant le retour des autres membres du gang. Elle le supplie de la laisser s'en aller et lui dit même que sa famille payerait la somme qu'il voudrait pour sa libération, ce à quoi Maurice lui a répondu que tout allait bien se passer et qu'ils allaient très probablement la laisser partir. Mais Rachel sent qu'elle va mourir. Elle le supplie de ne pas être noyée. Ils peuvent la tuer comme bon leur semble, mais juste pas de noyade. Et si à cet instant Maurice peut encore la sauver, il ne le fait pas. Il finit même par refermer le sac en attendant le retour des autres membres. Pendant ce temps, les autres membres du gang arrivent chez John pour le récupérer. John entre dans la voiture et emporte avec lui plusieurs pelles. Et quand il arrive finalement au chemin de montagne, le destin de Rachel est scellé. John a pris sa décision. Il va la tuer. Il s'arrête donc quelque part dans cette montagne et Whittaker se met à creuser. Maurice, quant à lui, se drogue et boit dans son coin. Quand il voit ça, John se met en colère et lui ordonne de venir creuser. Et c'est tous qu'ils se mettent à creuser. Soudain, Rachel commence à s'agiter et John prend une pelle et frappe le sac de sport. Elle se calme. Après avoir fini de creuser, John sort Rachel du sac et lui enlève ses liens. Il demande à Whittaker de la déshabiller. Rachel insiste pour le faire elle-même. Ensuite, Whittaker lui enlève ses bagues et ses colliers, mais elle le supplie de lui laisser une de ses bagues qui était un cadeau de son meilleur ami, Cory. John refuse et il lui ordonne de rentrer dans la tombe et de s'allonger face contre terre.
Elle se met à genoux, elle se met à prier, puis John lui tire à l'arrière de la tête. À un moment, son arme s'enraye, il arrange le problème et tire à nouveau. Et Rachel est morte. Et tous alors rebouchent la tombe, et une fois cette basse besogne accomplie, John menace de tuer quiconque révélerait quoi que ce soit à propos de cette nuit-là. Le petit groupe rentre alors et n'oublie pas en passant de garer la voiture de Rachel près de la maison de son ex afin probablement d'essayer de lui faire porter le chapeau. Anderson va ensuite se débarrasser de son arme dans un étang à proximité et Maurice ainsi que Matthew mettent tous les vêtements et bijoux de Rachel dans une taie d'oreiller avant d'y mettre le feu. Après 1 ou 2 jours sans nouvelles d'elle, la famille de Rachel commence à s'inquiéter et décide d'aller au commissariat afin de déclarer sa disparition. Et son père fait un appel poignant à la télévision où il affirme que jamais elle ne serait restée aussi longtemps sans donner de nouvelles. Il explique aussi que peu importe l'endroit où elle se trouve, elle n'y est pas par choix. Sa mère Denise, quant à elle, pose des affiches un peu partout et l'enquête finit enfin par avancer quand la mère de Jeffrey Barton, l'un des 8 délinquants impliqués, contacte la police pour leur dire que les garçons utilisaient la Jeep rouge appartenant à Matthew Duran pour se déplacer. Peut-être que cette information pourrait aider les enquêteurs dans la disparition de Rachel. Matthew Durham est alors emmené au commissariat pour être interrogé. Le sergent Scott Fenter lui explique qu'il pense que le jeune homme sait où se trouve Rachel et qu'il peut permettre son retour auprès de ses proches s'il parle. Matthew Durham craque et accepte de conduire le sergent à l'endroit où Rachel a été assassinée. La police arrive avec une équipe de recherche, ainsi que des chiens spécialisés dans la détection de cadavres. La zone est fouillée pendant 2 jours, car Durham ne se souvenait pas de l'emplacement exact où le corps avait été enterré. Et finalement, le sergent Fenter fait une terrible découverte, le cadavre de Rachel, qui reposait depuis 10 jours dans une tombe de fortune. Quand sa famille apprend la nouvelle, elle est dévastée. Sa mère explique qu'au fond d'elle, elle savait que Rachel n'était plus de ce monde, car elle ressentait comme un vide. Une fois le corps découvert, la police doit arrêter les criminels responsables de la mort. Durham dénonce ses complices et la police obtient un mandat de perquisition pour fouiller le duplex où s'était déroulée la fameuse soirée. La police retrouvera au cours de leurs diverses investigations une balle provenant de l'arme qui a servi à tuer Rachel, l'arme elle-même retrouvée dans un étang, le ruban adhésif, ainsi que ses bijoux et vêtements calcinés. Ils trouvent également les pelles utilisées pour creuser sa tombe. Et la police arrête rapidement les 8 suspects qui se retournent les uns contre les autres afin de sauver leur peau. 5 des suspects acceptent de passer un accord afin d'obtenir une peine moins lourde en échange de leur témoignage contre John Anderson. En 2004, durant le procès, la famille de Rachel dut faire face au monstre qui avait tué leur fille. Surtout John Anderson, qui se conduisait de manière choquante. Il souriait aux caméras, était moqueur et faisait des clins d'œil à la famille de Rachel. À la fin de ce procès éprouvant, Nathan Lovelace sera condamné à 30 jours de prison. Tony Williams à 9 ans de prison. Jeffrey Bart à 10 ans. Maurice Riva prendra lui 26 ans de prison. Matthew Durham
26 ans également. Youssouf Djihad, qui a aidé à mettre au point le plan pour tuer Rachel, sera condamné à 37 ans de prison. John Whittaker, qui a aidé à creuser la tombe, déshabiller la jeune fille et brûler ses affaires, sera condamné à la prison à vie. Et John Anderson, le tireur, est quant à lui condamné à la prison à vie également. Dans une interview téléphonique, Maurice Riva admettra que ce crime n'avait aucun sens, que ça n'aurait jamais dû arriver et que c'était juste quelque chose de vraiment horrible. Il explique qu'il avait juste très peur. Il sait qu'il a été lâche et qu'il a laissé tomber Rachel. Le père de Rachel explique que la décision du jury de condamner les meurtriers de sa fille n'est pas une victoire, mais juste la fin d'un processus. Whittaker, qui avait été condamné à perpétuité en 2004, a obtenu en 2013 que son cas soit rejugé et la famille a encore dû écouter les détails sordides du meurtre. Mais c'était peine perdue pour Whittaker, car il fut condamné une nouvelle fois à la prison à perpétuité. Maintenant que la justice a été rendue, la question la plus troublante est comment Rachel a-t-elle bien pu être trahie par autant de monde? Toutes les personnes présentes ce soir-là étaient censées être ses amies, et chacun a eu l'opportunité de la sauver, sans que personne ne le fasse. N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur YouCrime pour une autre triste histoire.